Bienvenue dans cette première vidéo qui concerne la cinématique solide CGI ou du solide indéformable. Dans cette première vidéo, nous allons faire un rappel mathématique. Vous devez avoir un bagage mathématique avant d'aborder quand même ce cours de cinématique du solide indéformable. Voyez-vous, euh, les gens se posent déjà la question, je suis en mathématiques. Pourquoi est-ce que on me donne une UE de cinématique? D'ailleurs, même lui est intitulé maths, une UE de maths. Mais ce n'est pas pour rien en fait que on a dû faire de cette spécification. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la cinématique du solide est très 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 mathématique. Un physicien ne peut pas faire de la cinématique du solide s'il n'a pas un bagage mathématique assez lourd. Vous le verrez, on fera beaucoup de mathématiques, beaucoup de calculs mathématiques et très peu de considérations physiques. Donc, c'est plus mathématique que physique. C'est pour cela. En gros, nous sommes en train de faire une partie, une branche de la science qu'on appelle de la physique mathématique, qui est à l'intermédiaire des physiques et des mathématiques. C'est entre les deux, quoi. Donc, voilà, c'est un pont entre la physique et les mathématiques. Voilà, donc, vous voyez les thèmes dont on va parler de tout ça. C'est très, très important. C'est très capital. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, notez tout ce que vous apprenez. Donc, on va d'abord parler d'espace affine. Donc, c'est quoi un espace affine? Bon, je ne vais pas donner ici une définition trop théorique, telle que vous l'avez vu en géométrie affine. Je vais plus m'attarder juste sur l'explication de la chose de façon. Donc, quand vous voyez le terme espace affine, euh, que nous allons noter très souvent E. Voilà, on va calligraphier le E comme ceci. Donc, un espace affine E, c'est juste un ensemble de points. Vous devez le considérer comme un ensemble de points, c'est tout. Bien évidemment, la définition qu'on en donne en géométrie affine est beaucoup plus rigoureuse. Voilà, mais bon, ici, vous n'avez pas besoin d'une définition comme celle-là avant de pouvoir comprendre. Bon, mais ceux qui sont intéressés, peuvent aller lire le cours de géométrie affine. Ici, sachez juste que quand je parle d'espace affine, c'est juste un ensemble de points. Très souvent, nous allons travailler dans l'espace ambiant de dimension 3. Très souvent. Très souvent, nous travaillerons dans le cas où la dimension de l'espace affine E est égale à 3. On va dire que nous sommes dans notre espace ambiant, quoi. L'espace à 3 dimensions. L'espace ambiant, l'espace dans lequel vous êtes actuellement, est considéré comme un espace de points. Voilà. Donc, disons, de toute façon, qu'on peut le menu de trois axes comme ceci, voilà. Et il y a des points un peu partout dans notre espace. Il y a des points un peu partout. Donc, bref, ça, mon espace affine E de dimension 3. C'est dans cet espace que nous allons travailler, simplement. Maintenant, quand je parle d'espace vectoriel, vous devez comprendre quoi par là quand nous parlons d'espace vectoriel. C'est quoi un espace vectoriel? Donc, espace vectoriel. Espace vectoriel, comme le nom l'indique, c'est juste un espace de quoi? Un espace de vecteurs. Un espace de vecteurs grand E, qu'on nomme souvent grand E, et qu'on associe à l'espace affine. Voilà. Et qui est muni de deux opérations, une addition vectorielle et une multiplication par des scalaires. Vous voyez? L'opération d'addition prend deux vecteurs de E, donc définit de E croix E dans E, à deux vecteurs U et V de E. On associe le vecteur U plus V. Notez que je peux omettre les flèches d'autres, hein, comme vous le faites depuis la classe de collège ou bien les vecteurs se notent en mettant une flèche dessus, comme ceci. Bon. Mais dans ce cours, je vais aussi faire des notes en omettant la flèche, voyez-vous. Donc, il y a une addition vectorielle, donc c'est sûr que l'addition de deux vecteurs donne un vecteur. Donc, quand vous avez un vecteur U, un autre vecteur V, on peut faire U plus V. Vous savez comment se fait l'addition vectorielle. On trace la parallèle comme la parallèle à l'autre.
ça. Et là, on a notre vecteur qui est U plus V. On a notre vecteur U plus V qui est de là à là. Donc, l'addition de deux vecteurs donne un vecteur. Là, donc, U, V et notre fameux U plus V ici. Vous savez déjà tout ça là. La multiplication par des scalaires. Donc, si la multiplication sera pris avec des réels, donc, on prend un réel, un vecteur, et on associe quoi? Un vecteur, donc, qui est lambda U. Comme vous savez, c'est ça l'espace vectoriel. Maintenant, il y a une relation entre l'espace affine et l'espace vectoriel au sens où quand je suis dans un espace affine, quand je prends deux points, je peux leur associer un vecteur. Quand je prends deux points d'un espace affine, par exemple, quand je prends ce point-ci et ce point-là, je peux leur associer ce vecteur-là. Voyez, non? À deux points de l'espace affine correspond un point de l'espace vectoriel. On va dire que notre espace vectoriel est associé à quel que soit, euh, quel que soit les points A et B, vous prenez dans l'espace affine E, le vecteur AB pour dans l'espace vectoriel grand. On peut décrire que la dimension de l'espace affine E égale à 3, pour donc à dire que la dimension de son espace vectoriel associé aussi est égale à 3. Donc, on dit que E est l'espace vectoriel associé ou bien sous-jacent à l'espace affine E. L'espace affine, vous l'aurez compris. En bref, je ne me suis pas attardé à donner trop de définitions théoriques. Je veux juste que vous compreniez la chose de façon physique. Espace affine, point. Espace vectoriel, vecteur. Bref, exactement comme vous le faites en classe de, il semble, classe de troisième par exemple. Voilà. Donc, nous continuons notre lancée. On va parler donc de champ vectoriel. Ça, c'est une notion qui est très capitale pour la compréhension du cours de cinématique. Parce qu'en cinématique, vous allez utiliser rien que des champs. Vous allez parler de, par exemple, champ de force. Bon, bon ça, c'est beaucoup plus en dynamique. Vous allez parler de champ de vitesse, champ d'accélération. Donc, vous allez utiliser des champs. On peut définir plusieurs champs pour un solide donné. Donc, c'est quoi un champ en fait? Bon, en physique, vous entendez de plusieurs champs. Par exemple, champ électrostatique, le champ magnétostatique. Vous voyez, non? Voilà, maintenant, c'est quoi précisément un champ? C'est quoi? Comment est-ce qu'on définit? Quand je prends par exemple l'exemple du champ électrostatique, comment est-ce qu'il est défini? Il est dit, Coulomb dit par exemple que, bon, si on prend la loi de Coulomb, il permet de dire que comme vous avez charge d'espace, cette charge influe son environnement. Ça influence en quelque sorte l'espace. Ça change les propriétés de l'espace comme vous avez peut-être une région de l'espace donnée dans laquelle se trouve la charge Q. Donc, cette charge Q là, elle exerce une propriété sur la région. C'est une région de l'espace. Et nous savons que donc à chaque point, il y a un champ. Cette charge que j'ai mis ici exerce un champ. Peut-être, on avait dit que le champ est centripète ou centrifuge, comme ça. Donc, quand vous prenez un autre point, il y a aussi un champ. Donc, en tout point, il y a un champ. Il y a un champ. Voyez, non? En tout point de cette région, il y a un vecteur, quoi. C'est-à-dire, cette façon de faire, cette façon d'associer un point d'un espace donné à un vecteur, c'est ça qu'on appelle la notion de champ. Donc, un champ, c'est quoi alors? Un champ, c'est juste une application, un champ vectoriel précis. Un champ vectoriel, c'est juste une application qui est un point d'un espace donné. Un champ vectoriel, une partie de l'espace, sur une partie A d'un espace affine E, d'un espace affine E, est une application, simplement une application qui fait quoi alors? C'est juste une application que je vais noter ici. C. Je vais noter cette application. Bon, c'est comme l'initiale de champ. Hein. Vous pouvez la noter telle que, peu importe la notation que vous en donnez. Donc, je vais la noter C ici.
C'est une application C que je vais noter ça avec une flèche. Une application C définit de l'espace affine, bon, de la partie A vers grand E, qui à chaque point P associe le vecteur T de P. C'est ça un champ. Donc, par exemple, le champ électrostatique. Le champ électrostatique, à tout point de l'espace, il lui associe un vecteur E. Vous voyez, le champ électrostatique, vous pouvez le voir comme ça. Hein. Le champ électrostatique E. En fait, elle prend un point P de l'espace de point E et lui associe un vecteur. On va dire que c'est un champ vectoriel. C'est un champ de vecteur, un champ vectoriel. Donc, c'est juste une application qui, à un point donné, associe un vecteur donné. Un point d'un espace affine, bien d'une partie d'un espace affine, vers l'espace vectoriel associé à cet espace affine. C'est juste un exemple, champ électrique, champ, bon bref, vous avez beaucoup d'exemples. Voilà. Je ne donne pas un exemple qui est lié à la cinématique. Je donne un exemple qui est lié à la cinématique. Le cas d'un solide. Imaginons que vous avez un solide que je vais représenter peut-être. Donc, c'est notre solide, ça. Nous avons un solide comme ça, qui est dans l'espace à 3 dimensions. Qui est dans un espace à 3 dimensions. Voilà. Donc, comme ceci. Nous avons notre solide là-bas. Maintenant, à un instant T donné, chaque point du solide a une vitesse. Chaque point du solide a une vitesse, on est d'accord. Donc, si le solide est en translation, par exemple, peut-être que chaque vecteur vitesse, tous les vecteurs seront égaux. Bon, peut-être ce point-ci a une vitesse comme ça. Peut-être que ce point. Ah, oh, je vais. Donc, chaque point du solide, voilà, possède un vecteur vitesse, quoi. Chaque point du solide. Vous savez qu'un solide, c'est un ensemble de points. On peut considérer un solide comme un ensemble de points. On va dire que je viens de définir le champ des vitesses d'un solide. Ce que je viens de faire là. Si à chaque point P donné, j'associe la vitesse P, j'associe la vitesse du point P. Chaque point P donné. Là, je viens de définir une application qui est définie de quoi? Du solide S. Le solide S doit être vu comme une partie d'un espace affine. S ici doit être vu comme un ensemble de points. Donc, qui est inclus dans l'espace affine E. Voilà. Donc, vers quoi? Vers l'ensemble de vecteurs E. Et à chaque point du solide associe quoi? Son vecteur vitesse. On va dire que nous avons le champ des vitesses. Champ des vitesses du solide S. Voilà, champ des vitesses de S. On l'appelle aussi le torseur cinématique. Le torseur. Nous verrons plus tard la définition du torseur. Voyez-vous? Un torseur, c'est juste aussi un champ, mais particulier. Torseur cinéma. Le champ des vitesses d'un solide est appelé le torseur cinématique. Pour le moment, on peut dire champ cinématique. Donc, on peut de la même façon définir le champ des accélérations d'un solide, par exemple. Vous voyez, donc, la notion de champ, c'est mathématique que l'on prend pour étudier les problèmes cinématiques. Donc, OK. On continue donc notre lancée avec les notions de scalaire de produit. Qu'est-ce donc que le produit scalaire? Vous l'avez étudié. La classe de première. Produit scalaire de deux vecteurs donne quoi? Donc, le produit scalaire, c'est une application. Donc, on veut parler de produit scalaire. Il s'agit de quoi? Juste une application qui prend deux vecteurs et leur associe quoi? Donc, produit scalaire noté point, c'est une application qui prend deux vecteurs. Donc, E croix E et leur associe un réel. On est d'accord. Dans notre cas précis, dans le cadre de notre étude, hein, à deux vecteurs U et V, on associe voilà, le réel U scalaire V. Vous le savez. Maintenant, le produit scalaire vérifie certaines propriétés. Vous le savez bien. Donc, dans notre espace à 3 dimensions, on travaille avec dimension à 3. Je travaillerai toujours dans ce cas parce que en cinématique, bon, nous sommes en dimension 3, on est d'accord. Les dimensions supérieures ne nous intéressent pas. Les dimensions 4, 5, 6, ça ne nous intéresse pas l'objet de notre étude. Comme en cinématique, moins classique. Donc, continuons alors. Donc, le produit scalaire vérifie certaines propriétés.
Comme par exemple celle-ci, la propriété de bilinéarité. Bon, d'abord, je vais citer la propriété de symétrie. Scalaire V égale à quoi? V scalaire U. Bon, des fois, vous allez voir aussi cette notation. Vous pouvez voir cette notation, ou bien quelqu'un d'autre pourrait noter tout simplement U scalaire V, comme vous l'avez l'habitude de le faire, égale à V scalaire quoi. Donc, vous savez aussi que si vous prenez, par exemple, U scalaire lambda U plus V, ça fait quoi? Ça fait, bon, le premier vecteur, je peux le noter alors I. Ça fait lambda scalaire U plus scalaire V. Ça se développe comme vous faites dans l'ensemble des réels avec l'addition et le produit. Voilà. Maintenant, vous savez aussi que si vous prenez le produit scalaire de deux vecteurs, scalaire U, c'est toujours positif. Vous savez bien. Bon, vous savez aussi que si scalaire U est nul, c'est forcément que quoi? U est nul. Vecteur U est nul. Vous avez ces propriétés-là. Maintenant, bon, moi, ce qui m'intéresse précisément, c'est que vous connaissez les formules de calcul. Donc, il y a une façon de calculer le produit scalaire de façon géométrique. Il y a une formule géométrique, calcul du produit scalaire. Quoi? U scalaire V, ça fait tout simplement la norme de U, fois la norme de V, fois le cosinus de l'angle θ, θ étant l'angle entre quoi? L'angle entre U et V, de l'angle U, vous le savez bien. C'est comme ça qu'on calcule de façon géométrique le produit scalaire. C'est ça que l'on calcule de. Nous aurons à utiliser ce genre de formule très fréquemment comme nous allons commencer de la cinématique. Donc, bon, pour le moment, gardez ça jalousement. Donc, le calcul géométrique. Maintenant, il faut aussi savoir faire le calcul analytique. C'est aussi très important. Calcul analytique du produit scalaire. Le calcul analytique du produit scalaire se fait dans un repère, vous le savez. Dans un repère, attention, la formule que je vais vous donner, c'est dans un repère orthonormé. Si vous n'êtes pas dans un repère orthonormé, ne l'utilisez pas. Donc, on prend ici, voilà, disons une base orthonormée, E1, E2, E3. Voilà, une base orthonormée de E. Je dis bien orthonormée parce que c'est très important. D'abord, c'est quoi une base orthonormée d'ailleurs? Une base orthonormée de E. C'est-à-dire que quand je parle de base orthonormée, je veux dire que voilà, E1 scalaire E2 donne 0. E1 scalaire E3 donne 0. E2 scalaire E3 donne 0. C'est-à-dire les vecteurs sont, ils sont orthogonaux 2 à 2. Mais pas seulement. Leurs normes aussi sont égaux à 1. C'est-à-dire la norme de E1 doit être égale à la norme de E2, égale à la norme de E3, ceci égale à 1. Donc, il faut que ces conditions-là soient vérifiées pour parler de base orthonomie. Donc, si vous êtes sûr que vous êtes dans une base orthonomie et que vous savez, par exemple, que le vecteur U
s'écrit comme étant égal à x E1 plus y E2 plus z E3 par exemple. Si vous savez que le vecteur V s'écrit comme étant x' E1 plus y' E2 plus z' E3, c'est-à-dire que les coordonnées de U c'est quoi? C'est x, y, z dans la base E1, E2, E3 et ceux de V, x', y', z' dans la base E1, E2, E3. Vous savez que le produit scalaire de U par V est tout simplement donné par quoi? Donc faites le produit comme ceci, x, y, z, x', y', z'. Faites le produit coefficient par coefficient, x fois x', y fois y', z fois z', et vous faites quoi? L'addition tout simplement. Donc ça sera tout simplement x', x' plus y', plus z'. Voilà, donc c'est aussi important cette formule de calcul analytique du produit scalaire. Voilà, maintenant on va parler du produit vectoriel. Concernant les produits vectoriels, bon, j'ai remarqué que l'expérience a montré que beaucoup d'étudiants ont mal avec cette notion de produit vectoriel. Donc, bon, probablement parce que vous n'avez pas étudié cela au lycée. Bon, pour la plupart, ceux qui ont fait quand même, il me semble, la série C4 ont dû étudier le produit vectoriel. Donc, je vais essayer quand même d'être beaucoup plus précis ici concernant le produit vectoriel. Produit vectoriel alors. Donc, tout d'abord, il y a une distinction fondamentale entre produit vectoriel et produit scalaire. Voilà, c'est que le produit, quand vous prenez deux vecteurs U et V, ok, dans E, le produit scalaire de U et V est un réel. C'est un réel, c'est un scalaire dans notre cas, c'est un scalaire. U scalaire V, dans notre cas, dans le cadre de notre étude, U scalaire V est un réel. Ok? Dans le cadre de notre étude, U scalaire V est un réel. Par contre, par définition, le produit vectoriel de deux vecteurs, ça ne donne pas un réel, mais plutôt un autre vecteur. Ça donne un autre vecteur. Donc, le produit vectoriel, déjà, donne un vecteur. Première différence. Il faut le noter quelque part. Donc, le produit vectoriel de U et V, par contre, est un vecteur. Il est encore dans l'espace U. Donc, le produit vectoriel, en fait, est une application. Donc, définie toujours de E croix E, mais cette fois-ci, à valeur dans l'espace grand E. Donc, il prend deux vecteurs U et V, et leur associe, voilà, le vecteur que l'on note U vectoriel V, qui par définition est comment? Ouais, c'est aussi très important. C'est très important. Quand nous allons aller en cinématique, vous reviendrez sur ce chapitre et revoir les définitions si vous avez des soucis. Donc, je dis, le produit vectoriel par définition, voilà, comment est-ce qu'on définit un vecteur? D'abord par sa direction. Donc, la direction de U vectoriel V. Donc, U vectoriel V est à la fois, je dis bien à la fois, orthogonale à U et à V. Elle est à la fois orthogonale à U et à V. Très important. Ce que je suis en train de dire en même temps, c'est que U vectoriel V doit être comment? Orthogonal à U. Et U vectoriel V doit être aussi comment? Orthogonal à V. Autrement dit, les produits scalaires U vectoriel V scalaire U, le produit scalaire là va donner 0. Et le produit scalaire de U vectoriel V par V aussi va donner quoi? 0. Très important. Ça, c'est la première des choses sur le produit vectoriel. Donc, schématiquement, c'est comme si vous avez, disons, voilà, un vecteur comme ça, un autre vecteur comme ceci. Le produit vectoriel, quant à lui, voilà, prend la direction perpendiculaire aux deux vecteurs précédentes. Voyez-vous? Donc, elle pourrait prendre une direction comme celle-ci. Voilà, direction du produit vectoriel. Du genre, U est ici, V ici. Et nous devons avoir un angle droit ici. Oui, ici, ça doit être un angle droit. Je fais un dessin dans l'espace. Hein. Mais pas seulement là-bas. Ici aussi, il doit y avoir un angle droit. C'est-à-dire que la direction que j'ai tracée en blanc, voilà, est la fois perpendiculaire à la direction du vecteur U et à celle de V. Donc ça, c'est la direction du produit vectoriel.
Donc, c'est là, ça donne la direction de U vectoriel V. La perpendiculaire commune à U et à V. Ça, c'est la première des choses. Il faut savoir sur le produit vectoriel, à la fois orthogonal à U et à V. Deuxième des choses, c'est le sens. Voilà. Le sens dans lequel il va. Parce que quand je parle de direction, si je dis que un vecteur a cette direction, par exemple, bah, il y a deux sens possibles. Voilà. Quand je dis que, voilà, une moto roule dans cette direction et je vous montre la direction comme étant une droite. Voilà, vous allez me demander, mais dans quel sens? Dans quel sens? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Donc, le deuxième, c'est le sens du produit vectoriel. Il faut savoir que U vectoriel est tel que le trièdre. Bien, le trièdre UV, U vectoriel V, le trièdre là doit être direct. Voilà, j'explique cela. Cela veut dire, bon, pour vous dire simple, cela veut dire que si vous tournez un bouchon, je vais vous expliquer ça avec la règle du tire-bouchon. Si vous tournez un bouchon de U vers V, hein, si vous tournez un bouchon comme ça, donc, de U vers V, vous tournez votre bouchon, vous allez obtenir ceci. Vous allez obtenir la direction, mais vous allez obtenir le sens de U vectoriel V. Voilà. Quoi de mieux qu'un exemple palpable? Quoi de mieux qu'un exemple palpable? Dit comme ça, vous pouvez ne pas comprendre. Je prends donc l'exemple précédent, voilà, comme ceci, où je mets ici U et V. Donc, voilà. Donc, je disais que la direction du produit vectoriel était à la perpendiculaire commune. Je l'avais représenté comme ça. C'est un dessin vue de l'espace. Voilà. Donc, je vais tourner un bouchon de U vers V. Pour connaître la direction du produit vectoriel U vectoriel V, je vais imaginer que je tourne un bouchon de U vers V. Donc, comme ceci. Dans ce sens-là. Je tourne un bouchon comme ça. Voyez-vous? Si vous avez un bouchon à côté, vous pouvez essayer. Maintenant, la question est, quand je tourne mon bouchon comme cela, quand je tourne mon bouchon comme ceci, voilà, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Le bouchon, est-ce qu'il sortira en montant comme ceci ou en descendant comme cela? Donc, c'est comme, donc imaginez en fait une bouteille. Imaginez une bouteille. Voilà, comme ceci. Je suis un piètre dessinateur, mais ce n'est pas un dessin d'art que je fais. Heureusement. Donc, vous tournez votre bouchon comme ceci. Le bouchon, est-ce qu'il sort comme ceci ou est-ce que vous êtes en train, en fait, autrement, est-ce que vous êtes en train d'ouvrir la bouteille ou est-ce que vous êtes en train de la fermer? Moi, on va sans mal, voilà, qu'on est en train d'ouvrir quoi? Notre bouteille. Pour l'expert en boisson, on va sans mal qu'on est en train d'ouvrir la bouteille et donc que c'est ce sens-là. Donc ça, c'est le sens du produit vectoriel. Voyez-vous? D'accord. Donc, maintenant, nous savons comment on caractérise la direction et le sens. Pour le sens, j'ai eu à donner une règle qui est celle du tire-bouchon. Ce dont je viens de parler, c'est la règle du tire-bouchon qui consiste à tirer, voilà, de U vers V le bouchon, tout simplement. Donc, le sens dans lequel le bouchon sort, voilà, est le sens de U vectoriel V. Voilà. Et il faut chercher le sens dans lequel, voilà, le bouchon sort. C'est tout simplement ça. C'est ça la règle du tire-bouchon, expliquée de façon très simple. Maintenant, vous en doutez bien, il n'y a pas que la règle du tire-bouchon. Certains autres ont la règle, par exemple, des trois doigts de la main droite. D'autres ont la règle de la main droite tout court. Il y en a des tas. Bon, bien évidemment, je vais vous en montrer encore une dans le cadre de cette vidéo. Ok, je vais vous montrer la règle des trois doigts de la main droite. Les trois doigts. Pas de n'importe quelle main, j'ai bien dit de la main droite. Donc, messieurs les gauchers, s'il vous plaît, vous êtes obligé d'utiliser votre droite. Bon, quand même, on peut inventer aussi la règle de la main gauche. Hein. Bon, comme vous pouvez vous inspirer de celle de la main droite pour inventer vous-même la règle de la main gauche, si vous voulez. Donc, les trois doigts de la main droite. Donc, je parle de quel doigt précisément? Je parle du pouce. Voilà, je parle de l'index et je parle du majeur. Bon, c'est que c'est pas tout le monde qui maîtrise le nom des doigts en français. Voilà un dessin piqué sur le net qui explique très bien ma chose.
Voilà. C'est quoi précisément? Comment est-ce qu'il faut comprendre la chose? Bon, cette formule, peut-être ceux qui ont fait de la magnétostatique, vous la connaissez très bien. La formule qui dit que, bon, la force F s'obtient en faisant quoi? La force F s'obtient en faisant bon, le produit vectoriel de IL, bon, avec la place, hein, il y a une formule comme ça, il me semble. F égale à IL vectoriel B. Voilà. F, IL, voilà, vectoriel quoi? Vectoriel B. Donc, vous avez une formule comme ça. Bon, ok. Donc, ce qui est en rouge ici, c'est IL. C'est IL, même si on a mis L, bon, c'est pas trop. Mais comprenez IL ici. Ici, c'est F et ici, c'est B. C'est B. Donc, pour connaître le sens, on veut trouver en fait ici, on cherche le sens de celui-là, le sens de F. Donc, d'abord, concernant la direction, il faut prendre la direction de IL et la direction de B. Donc, sur le schéma, la direction de IL, c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est ça la direction de IL. Vous voyez? Maintenant, la direction de B. Sur mon schéma, vous voyez la direction de B. Toujours. Voilà. La direction de IL, celle de B. Maintenant, l'énoncé a donné la perpendiculaire commune. Ça, c'est la perpendiculaire commune à la droite rouge. À la droite rouge et à la droite verte. C'est la droite que je vais dessiner en bleu. Comme celle-ci. Voyez-vous? Ok. Maintenant, comment connaître le sens? Donc, on suppose que la direction perpendiculaire à la droite en rouge et la droite en verte, c'est la droite en bleu. Ok? Alors maintenant, est-ce que F doit aller? Est-ce que F doit aller dans ce sens ou dans ce sens? Pour le savoir, vous déposez votre pouce. Pour le savoir, vous déposez votre pouce ici. Et vous déposez votre index ici. Le pouce sur UL, l'index au niveau de B. Et le majeur indique le sens de F. Il me semble que c'est le contraire qu'ils ont fait sur ce schéma. Le pouce sur IL, l'index sur B. Et le majeur indique le sens de la force F. Le dessin que j'ai appliqué sur Internet, malheureusement, était un peu erroné. Voici la correction. Vous avez sans doute remarqué. Donc, ça, c'est la direction plutôt de IL et celle-ci, celle de B. Donc, je disais, vous mettez votre pouce sur IL, comme vous le voyez sur le schéma. Vous voyez le pouce ici, dans la direction de IL. L'index dans la direction de B. Donc, l'index dans la direction de B. Donc, si nous prenons par exemple ce schéma, voilà, vous connaissez cette formule-là, non? La fameuse formule-là. La force élémentaire dF donnée par IL vectoriel, vectoriel le champ magnétique. Bon, bref, je ne vais pas expliquer la formule, son sens physique. Moi, je veux juste vous montrer comment, voilà, on peut trouver le sens du produit vectoriel ici. IL, vous mettez votre pouce dans la direction de IL, comme sur le schéma, votre pouce. Vous voyez, non? Maintenant, vous mettez votre index dans la direction du champ magnétique B, comme ceci. Et le majeur, votre majeur, voilà, votre majeur indique le sens de quoi? De la force DF. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, vous devez ici voir, disons, le majeur comme étant la direction perpendiculaire. Donc, le majeur, ici, est prise comme la direction perpendiculaire à la fois à IL et à B. Donc, on se demande dans quel sens est-ce que DF sera comme ça, dans ce sens ou bien dans l'autre sens. Pour le savoir, mettez votre pouce dans IL, votre index au niveau de B, et votre majeur va indiquer le sens de DF. Donc, ça va dans ce sens plutôt, et non dans l'autre sens. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous faites pour chercher, en gros, la direction de U, mais le sens plutôt, de U vectoriel V. U vectoriel V. Vous voyez? Donc, vous mettez votre pouce au niveau de U.
pour connaître le sens de U vectoriel V. Ça, c'est votre pouce. U. Vous mettez votre index dans le sens de V. Donc ça, V. Et vous savez que c'est le majeur qui va indiquer quoi? U vectoriel quoi? U vectoriel V. C'est ce qu'il faut comprendre. Aussi simple que ça. Donc, les trois règles sont très importantes. Surtout en cinématique, on va les utiliser. Donc, quand j'aurai à faire certains calculs cinématiques, quand vous aurez des problèmes, revenez ici. On fera la cinématique certainement dans la partie 3 de notre travail. Voilà. Donc, vous aurez compris. On continue alors. Donc, j'ai eu à définir pour vous le produit vectoriel au niveau de la direction, du sens. Maintenant, on va parler de la norme. La norme. Comment calculer la norme du produit vectoriel? Tout simplement, la norme du produit vectoriel U vectoriel V est égale à quoi? À la norme de U fois la norme de V fois la valeur absolue du sinus de l'angle orienté entre U et V. Voilà. C'est comme ça qu'on définit la norme du produit vectoriel. Maintenant, pour ceux, les malins, là, ceux qui vont mettre U vectoriel V égale à la norme de U fois la norme de V fois la valeur absolue du sinus de l'angle entre U et V, je vous dis attention. OK? Faites très attention. On a bien dit que U vectoriel V est un vecteur. C'est pas U vectoriel V qui est égal à ça. U vectoriel V ne peut pas être un réel. C'est la norme, j'ai bien dit la norme de U vectoriel V. Les gens font des trucs comme ça. U vectoriel V est un vecteur. D'accord. Donc ça, c'est la caractérisation, disons, géométrique du produit vectoriel. Voilà, maintenant, comment est-ce que analytiquement vous calculez le produit vectoriel? Donc, calcul analytique du produit vectoriel de deux vecteurs. Voilà. Calcul analytique du produit vectoriel de deux vecteurs. Je suppose que vous êtes toujours dans une base B orthonormée. E1, E2, E3. Donc, on va dire que vous êtes dans une base orthonormée. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et vous avez un premier vecteur U donné par XE1 plus YE2 plus ZE3. Et un deuxième vecteur V donné par Is'(E1) plus Y'(E2) plus Z'(E3). Base orthonormée, je vais même préciser direct. Très important, la formule analytique que je vais vous donner s'applique dans une base orthonormée directe. Donc, faites attention. OK? Base orthonormée directe. OK, donc, si vous avez le premier vecteur U qui est donné par ces coordonnées, on va faire ces dispositions. Quand vous voulez faire le calcul, faire cette disposition est bien pratique. Ici, YZ, vous avez Is', Y', Z'. Quelles sont les coordonnées de U vectoriel V? Donc, je mets U vectoriel V, U pour celui-là, V pour l'autre. Donc, quelles sont ces composantes? Vous trouvez la première composante du produit vectoriel de U et V. Voilà, je vais faire comment? Voilà. Pour trouver la première composante, vous faites juste comme ceci. Vous supprimez les premières composantes. Pour trouver la première composante, je supprime les premières. Je supprime comme ceci. J'enlève ici. Pour trouver. Et puis, je prends le déterminant de ce qui reste. Quand je parle de ce qui reste, je suis en train de parler de ceux-ci. De ce qui reste. Je parle de ceux-ci. Et vous prenez leur déterminant. Donc, la première composante, c'est tout simplement ce déterminant-là. Y, Y', Z, Z'. C'est-à-dire YZ' moins Y', Z. Simple et efficace. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, pour la deuxième composante, on va faire à peu près la même chose. Donc là-bas, je vais, disons, supprimer la deuxième composante. Je cherche la deuxième composante. On est d'accord. Donc je vais enlever quoi? Y'. Et je vais prendre le déterminant de ce qui reste. Quand je parle de ce qui reste, je suis en train de parler de ça. Je suis en train de parler de Is', de X, de Is', de Z et de Z'. Vous comprenez? On prend le déterminant là pour travailler. Donc je vais mettre X, Is', Z'. Sauf que
ici, quand j'avais dit à peu près, ce n'était pas juste comme ça. Sauf que ici, il faut mettre un signe moins. Très important. Mettez le signe moins à côté. Voilà, les gens vont oublier ça. Malgré que je l'ai dit, les gens vont oublier ça dans les calculs. En cinématique, les calculs seront beaucoup. Une omission d'un signe vous fera, bon, malheureusement, perdre la totalité des points. Malheureusement. Donc, ce moins-là, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. OK? Donc, ici, on met alors moins xz', moins zx'. Voilà. Et dernièrement, au lieu de supprimer, pour trouver la troisième composante, au lieu de supprimer quoi? La deuxième, on supprime la troisième tout simplement. Là-bas, on supprime la troisième composante. Donc, bon, on laisse la deuxième tranquille. On supprime plutôt la troisième composante. Donc, on enlève ici. Et on prend ce qui reste. Quand je dis on prend ce qui reste, il s'agit de prendre voilà, cette partie-là. Bon, là-bas, on n'applique pas de signe moins. Donc, voilà. Il s'agit de mettre is y et is prime y prime. Le calcul donne alors is y prime moins y is prime. Donc, ça, c'est le calcul analytique du produit vectoriel. Voilà. Donc, on continue avec notre plan. On a parlé de produits scalaires, de produits vectoriels. Et enfin, on va parler d'endomorphisme antisymétrique. Mais avant d'arriver là, je vais maintenant parler d'une combinaison des deux produits. Produit scalaire, produit vectoriel. Nous allons parler du double produit vectoriel. Nous allons parler de double produit vectoriel. Mais nous allons aussi parler de produit mixte. Voilà. Avant d'arriver à la dernière partie. D'ailleurs, ce sont les formules que j'ai eu à donner. Ici, vous voyez la formule du double produit vectoriel. Ici, la formule du produit mixte. Il faut que j'en parle. Parce que vous allez utiliser ça abondamment. Abondamment. Voilà. Donc, allons-y. On va d'abord parler de la formule du double produit vectoriel. Parlons du double produit vectoriel. Comme le nom l'indique, il s'agit, disons, d'une expression dans laquelle il y a deux produits vectoriels, double produit vectoriel. Donc, ici, nous avons U, V, W, et on a deux produits vectoriels. On a deux produits vectoriels. OK? Un premier, un second. Bon, maintenant, composé comment? Voilà, vous avez ça là, par exemple. U vectoriel, V vectoriel, W. Vous allez rencontrer ces expressions très souvent dans nos exercices. Donc, il y a une formule, heureusement, pour ça. Je ne vais pas la démontrer, mais bon, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur Wikiversité ou bien sur Wikipédia. Je pense que vous pouvez trouver ça. U vectoriel, V, le tout vectoriel, W. U vectoriel, V, le tout vectoriel, W. Bon, ou bien, voilà, bon, vous aurez compris ce que je veux dire. Donc, il y a deux produits vectoriels, par exemple, dans cette formule-là. Voilà. Sachez que ceci donne une combinaison des vecteurs qui sont dans la parenthèse. Ça donne une combinaison de ce vecteur et de ce vecteur. Voyez-vous. Donc, vous allez trouver, disons, une combinaison de V et de W. Vous aurez un réel fois V. Il y a un réel à côté ici. Il y aura un réel ici. Et il y aura aussi un réel ici. À côté de W. Voilà. Donc, ça donne un réel. C'est un réel fois V. Et plus un autre réel fois W. Maintenant, quels sont ces réels? Voilà. Le premier réel. Pour avoir le premier réel, il suffit de mettre V dans l'expression. C'est-à-dire, faites comme s'il n'y avait pas V. Faites comme s'il n'y avait pas V. Donc, il y aura maintenant quoi? U et W. Donc, vous mettez leur produit scalaire ici. C'est le premier réel. Vous mettez U scalaire quoi? U scalaire W ici. Voilà. Maintenant, le second réel. Celui qu'il faut mettre à côté de W. Je fais la même chose. Pour W, je fais comme s'il n'y avait pas W dans l'expression. Donc, je remets W dans l'expression là. Donc, il va rester quoi? U et V. Vous pouvez aussi leur produit scalaire. Donc, vous faites une omission en quelque sorte de ce W là, quoi. De ce W. Et donc, il va rester U et V. Donc, vous faites le produit scalaire des deux. Vous mettez U scalaire V. Et vous liez le tout par une différence. Le signe moins, c'est tout. Donc, ça donne U scalaire W multiplié par le vecteur V moins le réel U scalaire V multiplié par le vecteur W. C'est simple. Je vous ai donné en même temps une façon mnémotechnique
Voilà, de retenir cette formule. Mettez une pause et réécrivez la formule sans voir la vidéo pour voir si vous avez compris la procédure. Très important. Bon, maintenant, des fois, au lieu de voir l'expression comme cela dans un exercice, vous pouvez plutôt la voir comme ceci. Avant, nous avons eu à associer quoi? V et W dans une parenthèse. Mais cette fois-ci, on va associer plutôt U et V dans la parenthèse. Et il y a toujours un double produit vectoriel comme ceci. Pour le développement, c'est aussi simple. Comme je le disais, c'est toujours une combinaison de ce qu'il y a dans les parenthèses. Vous voyez ici, c'était une combinaison dans ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc ici, une combinaison de ce qu'il y a dans les parenthèses, c'est-à-dire de U et de V. Une combinaison de ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc ici, de du vecteur U et du vecteur V. Donc, une combinaison de U et de V, une combinaison linéaire de U et de V. Maintenant, quels sont les réels à côté? C'est la même histoire. Okay? Mais bon, ici, commencez par V. Voilà. C'est-à-dire, quand vous voyez que les parenthèses, c'est U et V qui sont au début. Les vecteurs qui sont dans les parenthèses, en quelque sorte, sont au début. Au lieu de mettre U et V, mettez plutôt V et U. Voilà. Voyez-vous, c'est la seule différence. Et le reste, ça se déroule quasiment de la même façon. Donc, mettez plutôt V et U. OK? Voyez ici, quand les parenthèses suivaient, je mettais V, W, je resetais l'ordre, je mets V, W, je resetais l'ordre. Mais ici, je ne vais pas resetter l'ordre. Je ne vais pas resetter l'ordre. Je vais mettre V d'abord avant de mettre U. OK. Donc, à chacun de retenir ça à sa façon. Donc, au niveau de V, le réel qu'il faut mettre, il faut faire le produit scalaire des deux autres, donc de U et de W. Donc, de U et de W, donc U scalaire W. Et au niveau de U, il faut prendre les deux autres vecteurs, c'est-à-dire quoi? V, W. Donc, vous mettez V scalaire quoi? W. Et vous mettez toujours la différence. C'est aussi simple que ça. C'est ça la formule du double produit vectoriel. Cette formule, vous allez l'utiliser plusieurs fois, mais sachez la retenir. Si vous faites une erreur de signe, bah encore là, à cause d'un signe, vous aurez 0. C'est malheureux quand même. On passe donc à la formule maintenant du produit mixte. On parle du produit mixte. Comme le nom l'indique, on parle de mixte. Mixte, c'est un mélange. Donc, c'est un mélange du produit vectoriel et du produit scalaire. Voilà. Donc, c'est cette expression qu'on appelle produit mixte. Quand on met U, vectoriel V. Maintenant, le tout scalaire W, par exemple. On dit qu'on est face à un produit mixte. C'est la même chose que de mettre U scalaire V, le tout. Bon, U scalaire, bon, le vecteur V, vectoriel W. Ça a un sens, hein, parce que ce qui est ici, c'est un vecteur. Celui-là aussi, c'est un vecteur. Donc, on peut mettre le produit scalaire entre deux vecteurs. La même chose ici. Si U est un vecteur, V vectoriel, W est un vecteur, donc on peut mettre le produit scalaire entre les deux. Donc, ça a un sens. Maintenant, la formule du produit mixte ne permet pas de faire un développement, mais cela permet de trouver une autre expression du produit mixte. Il dit que le produit mixte est invariant par permutation circulaire. Donc, ici, vous pouvez faire des permutations circulaires. Qu'est-ce que j'appelle par permutation circulaire? C'est simple. Si vous avez par exemple 1, 2, 3, je vais en faire une permutation circulaire. Vous allez voir. Donc, au lieu de commencer par 1, cette fois-ci, je vais commencer par 2. Donc, je vais faire 2, 3, 1. On va dire que j'ai fait une permutation circulaire pour passer de 1, 2, 3 à 2, 3, 1. Je peux encore faire une permutation circulaire. Au lieu d'écrire 2, 3, 1, je vais faire 3, 1, 2. Donc, c'est aussi une permutation circulaire, ainsi de suite. Donc, quand je dis que c'est invariant par permutation circulaire, c'est que, voilà, ici, par exemple, j'ai commencé par U. Vous pouvez aussi commencer par V et mettre V. Donc, et vous faites la même logique. Hein. V, vectoriel quoi? W. V vectoriel W. Le tout scalaire quoi? Le tout scalaire U. Ok. Au lieu de commencer aussi par V, je pouvais commencer par W. Et je vais toujours dans le sens direct. Hein. Permutation circulaire. Je mets donc égal à W. Scalaire donc U. Vectoriel quoi? V. Une permutation circulaire dans ce sens-là. Comme ça. Ouais, non. On peut faire la même chose ici. C'est-à-dire, c'est égal aussi à quoi? Ici, je peux commencer par V, mettre V, scalaire, entre parenthèses, W vectoriel U. Notez que je recette la même structure. Hein. C'est-à-dire, ici, c'est les parenthèses qui commençaient. On voit que partout, j'ai mis les parenthèses qui commencent. Bon. Donc, sauf ici,
Euh, sauf ici, je voulais mettre W vectoriel U. Ce que je voulais mettre ici, c'était quoi? W vectoriel U. Le tout scalaire quoi? Scalaire V. Voilà. C'est ce que je voulais mettre. Bon, l'égalité avant aussi était correcte, mais bon. Pour retenir la chose, voilà, retenir là comme ça. Donc, vous voyez, c'était les parenthèses qui commençaient. Donc, j'ai commencé aussi avec les parenthèses. Ici, c'est les parenthèses qui terminent. Donc, je vais finir avec les parenthèses. Donc, je commence par V, puis je mets V, scalaire, W vectoriel U. Ensuite, c'est la même chose que je pouvais commencer aussi par W. Et mettre W scalaire quoi? U vectoriel quoi? U vectoriel V. Donc, c'est tout simplement ça la formule du produit mixte. Donc, ces formules-là que j'ai données, ce n'est pas par un pur hasard. Voyez? Parce que c'est très utile dans vos exercices. Ça sera très, très utile. Même si au début, vous n'allez peut-être pas voir ça tellement. En tout cas, vous allez retenir ça. C'est très important. Mais bon, retenir ça de la bonne façon. Voilà. Sachez aussi que ce produit mixte est aussi égal au déterminant. C'est-à-dire ce produit mixte, c'est égal au déterminant des trois vecteurs dans l'ordre U, V et W. Donc ici, c'est aussi égal au déterminant des trois vecteurs dans l'ordre qui sont ici, U, V et W. Donc U, V et quoi? Et W. Donc nous passons à la suite. Voilà, à la dernière partie. On va parler d'endomorphisme antisymétrique. C'est une notion très importante. Disons même très très importante. Vous allez l'utiliser. Voilà. La notion de endomorphisme antisymétrique. C'est quoi un endomorphisme antisymétrique? Voilà. Endomorphisme antisymétrique. Cette partie aussi est très très importante pour le chapitre suivant. Voilà. Donc c'est, disons, c'est un pont vers le chapitre suivant où on va parler de champ antisymétrique. Donc faites très attention à cette notion et soyez rigoureux sur la démonstration. Puis on va faire des démonstrations ici. Du moins une démonstration. D'abord, la définition. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme antisymétrique? Bon, qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme tout court? D'abord, c'est quoi un endomorphisme tout court? Un endomorphisme. Voilà. Un endomorphisme de E, c'est tout simplement une application linéaire. C'est une application linéaire de E dans E. C'est-à-dire une application donc qui a un vecteur associé à un autre vecteur. Voilà. Mais pas n'importe comment. Elle doit vérifier une propriété qui est celle de la linéarité. Au sens où, quand vous prenez deux réels, alpha, bêta, et quand vous prenez deux vecteurs x, y, vous avez l'égalité. F de alpha x plus bêta y égale à alpha f de x plus bêta f de y. C'est ce que vous étudiez en algèbre linéaire en ce qui concerne un endomorphisme. C'est ça la définition, en fait, d'un endomorphisme. Maintenant, dans quelles conditions on va dire que cet endomorphisme-là est antisymétrique? Ok? Donc, je suppose que sur E, vous avez un produit scalaire. Okay? Vous avez un produit scalaire, point. Point. Notez point, c'est un produit scalaire sur E. Produit scalaire sur E. On dit de l'endomorphisme F qu'elle est antisymétrique. Donc F est un endomorphisme antisymétrique. Antisymétrique. Si et seulement si elle vérifie cette propriété, F de x scalaire y est égal à moins x scalaire f de y. C'est juste ça, un endomorphisme antisymétrique. Ok? Voilà, c'est ça un endomorphisme antisymétrique. Maintenant, je vais vous donner une propriété dans le cas d'un espace de dimension 3. Je vais prendre le cas E égale à R3. L'espace ambiant à 3 dimensions. E égale à R3. Proposition. Si vous êtes dans un espace de dimension 3, comme R3 par exemple, proposition, F est antisymétrique. Donc, je prends un endomorphisme de E. Soit F, un endomorphisme de E. Je dis que F est antisymétrique
Si et seulement si, si et seulement si, il existe un vecteur, hein, il existe un vecteur R, un vecteur du nom R comme ça, de E, tel que, pour tout vecteur X que vous prenez, ou bien pour tout vecteur U que vous prenez dans E, f de U est égal à R vectoriel U. On note tout simplement, dans ce cas, f égale à l'application R vectoriel. C'est une notation pour dire que, quand vous voulez calculer f de U, ça donne R vectoriel U, quoi. On note f égale à l'application R vectoriel. C'est juste une notation. Donc, ce que cette propriété, ce que cette proposition nous dit, c'est que tout endomorphisme de E, tout endomorphisme de R3, de l'espace à 3 dimensions R3, voilà, peut s'écrire de la forme R vectorielle. Il y a un vecteur R, tel que f de U puisse se mettre de la forme R vectorielle U. La preuve que nous allons faire doit être retenue parce que vous allez vous en servir en fait dans des démonstrations au cours de vos devoirs et examens. Voilà. Donc, je vais en faire une preuve. Je vais en donner une preuve. Je vais même vous montrer comment vous pouvez expliciter le R, comment vous pouvez trouver la valeur du vecteur R, non pas la proposition. Nous prenons E1, E2, E3, la base canonique de R3, c'est-à-dire que E1 c'est le vecteur 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, E3, 0, 0, 1. Nous allons noter ici que grand M, soit grand M, la matrice de l'application linéaire F dans la base, dans cette base-là, que je vais noter B. Dans la base B. Donc, soit M, la matrice de l'application F dans la base B. OK? Donc, on va noter M de la forme M égale à. Donc, je vais noter ces coefficients. M11, M12, non. Bon, A1, 1, A1, 2, A1, 3. Deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne. Troisième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, et troisième ligne, troisième colonne. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là quand je dis que M est la matrice de F dans la base B? Il faut comprendre que le premier vecteur colonne, il s'agit précisément de F de E1. Le deuxième, c'est F de E2. Et le troisième, c'est quoi? C'est F de E3. Donc F de E1, c'est ce vecteur-ci, F de E2 et F de E3. Voilà. Maintenant, je vous fais une remarque, c'est que si je fais F de EI scalaire EJ. Tout d'abord, F de EI, c'est ça. Hein? Pourquoi je dis cela? Par exemple, quand vous prenez F de E1, vous voyez que le deuxième coefficient, c'est 1 partout. Si vous prenez F de E2, vous voyez que le deuxième coefficient, c'est quoi? C'est 2, 2, 2, 2 partout. F de E3, c'est 3, 3, 3 partout. Donc, F de EI, le coefficient, c'est quoi? A1I, A2I, A3I. Le coefficient de F de EI, donc ça fait A1I, A2I, A3I. C'est-à-dire que ça se décompose comme A1I, E1, plus A2I, E2, plus A3I, E3. Bon, si voir la notation comme ça vous gêne, vous pouvez noter ça en colonne. Hein. A1I, A2I, A3I. Ça, F de EI en fait. Maintenant, si vous faites par exemple F de EI scalaire EJ, c'est-à-dire si vous prenez F de EI scalaire, par exemple, hein, E1. E1, d'abord, c'est quoi? OK? E1, si vous faites F de EI scalaire E1, par exemple, voilà, vous aurez à faire le produit scalaire de A1I, A2I, A3I, par quoi? E1, c'est le vecteur 1, 0, 0. Donc, le produit scalaire tel que je l'ai appris, vous faites le produit A1I fois 1, A2I fois 0, A3I fois 0. Vous comprenez que les autres vont s'annuler. Il va rester quoi? A1I. A1I. Vous comprenez de la même façon que si vous faites F de EI scalaire E2, vous aurez plutôt A2I et non A1I. Si vous faites F de EI scalaire E3, vous aurez plutôt A3I. Hein? Bon, bref, vous pouvez faire les séances avec F de EI scalaire E2 par exemple. Donc, vous aurez ici A1I, A2I, A3I.
Donc, scalaire, E2, c'est 0, 1, 0. Vous voyez que vous aurez A de I après calcul. Bref, je vous dis que quand vous faites F de EI scalaire EJ, qu'est-ce que vous remarquez? Ça donne AIJ. Vous voyez, par exemple, F de EI scalaire 1, ça donne A1I. F de EI scalaire 1, ça fait A1I. Bon, vous pouvez en fait essayer de, sur votre papier, voilà, vous faites les recherches, vous développez, afin de vous en convaincre. Donc, je dis que si vous faites le calcul de F de EI par EJ, c'est bon? Vous obtenez quoi? Voilà, AIJ. Vous obtenez AIJ. Donc, tout ça là, disons que c'est en remarque. Hein. Je ne sais pas la peine que cela figure en détail dans votre rédaction. Nous sommes d'accord. Donc, c'est ça F de EI. Donc, si vous faites le calcul de F de EI par EJ, tel que je l'ai dit, F de EI, scalaire EJ, on voit que ça donne en fait AIJ. Maintenant, l'énoncé a dit que F est antisymétrique. Et par définition, on vous a dit que si F est antisymétrique, vous avez quoi? Vous avez F de I scalaire Y qui est égal à moins I scalaire F de Y. On est d'accord? Ok. Donc, nous allons supposer que F est antisymétrique. Ok? N'oublions pas que la preuve que nous voulons faire, c'est une équivalence. Ok? On voulait montrer que F est un endomorphisme. Bon, F est antisymétrique si et seulement si. Donc, si et seulement si, là, c'est une équivalence. Il faut montrer l'implication dans un sens et aussi dans l'autre sens. Donc, disons que ce que nous sommes en train de faire, c'est plutôt, c'est dans le premier sens où on suppose que quoi? Que F est antisymétrique. Supposons que F l'est. F est antisymétrique. Voilà. Voilà. Donc, si F est antisymétrique, dans ce cas, F de EI scalaire EJ, ça doit donner moins. Voilà. Moins quoi? Comme F de EI scalaire EJ donne quoi? Moins EI scalaire F de EJ. Alors, on peut dire que quoi? Alors, en arrivant ici, je pourrais dire que F de EI scalaire EJ, c'est ça. Donc, on pourrait dire que moins EI scalaire quoi? F de J doit être égal à AIJ. Ça doit être égal à AIJ. Maintenant, vous savez, F de EJ, hein, vous savez que le produit scalaire est symétrique. Donc, ceci, vous pouvez l'écrire comme moins F de EJ scalaire EI, qui est donc égal à AIJ. Maintenant, vous voyez que j'avais démontré, ne l'oublions pas, ceci, hein, que F de EI scalaire EI, ça fait AIJ. Donc, de la même façon, si vous voulez calculer F de EJ scalaire EI, ça devait donner quoi? AJI, n'est-ce pas? Ça devait donner AJI. Donc, alors que c'est ça que j'ai ici, en fait. J'avais F de EJ scalaire EI. J'ai F de EJ scalaire EI ici. Donc, vous voyez que ça, je pourrais donc écrire que moins AJI est égal à quoi? Est égal à AIJ. J'ai moins AJI qui est égal à AIJ. Donc, ce qui veut dire que la matrice M est une matrice antisymétrique, puisqu'elle vérifie la propriété AIJ égale à moins AJI. Donc, dans ce cas, j'aurai M égale à quoi? Quand je viens au niveau de la matrice M, elle serait égale à. Donc, je vais remplacer, je vais mettre les coefficients qui sont en haut. C'est-à-dire, si je mets A11, A12, A13, c'est qu'ici, il y a A22, A23 et A33. Maintenant, on va se servir de notre propriété. Il dit que moins AJ, il savait AJ, c'est-à-dire que AJ égale à moins AJ. Ok? Quand on a ça, on dit de la matrice M qu'elle est antisymétrique. On dit que M est une matrice antisymétrique. Et visuellement, ça se traduit par quoi? Quand vous avez A12, ici, il y aura moins A21. Moins A12 plutôt. Hein. Il y aura A21 qui fait moins A12. Normalement, je devais mettre ici A21. Mais je sais que A21 sera égal à moins A12. La même chose pour A13. J'aurai ici moins A13. Ici, j'aurai moins quoi? Moins A23. Voilà. Donc, je devais mettre A32 là-bas. A32, donc, c'est ça quoi. Donc, comme vous avez A13, A31, c'est moins A13. Comme vous avez A32, c'est moins A23, ainsi de suite. On dit la matrice M qui est en symétrique. Bon, bref, vous avez ça. Donc, continuons.
Maintenant, je vais noter R. Je prends R un vecteur quelconque. OK? Soit R, un vecteur quelconque de E. Je vais prendre cette composante comme étant égale à, disons, alpha, bêta, gamma. Soit R égale à alpha, bêta, gamma. Un vecteur quelconque de E. Un vecteur quelconque de R3. Quelconque de R3. Voilà. Donc, je m'intéresse en fait au calcul de R vectoriel, un vecteur quelconque. N'oublions pas que notre objectif est de montrer que F peut se mettre de la forme R vectoriel quelque chose. D'accord. Donc, allons-y, je vais calculer R vectoriel de quelque chose là. Voilà. Et notons G l'application. Notons G l'application de R3. Donc, R3. Et à chaque vecteur U associe R vectoriel U. Je vais vous montrer que c'est possible que F soit égal à G. Je vais vous montrer qu'il est possible que F égale à G. En gros, on va montrer l'égalité entre F et G. Voilà. Montrer qu'il y a un vecteur R pour lequel F serait égal à G. Donc, OK. Je vais vous donner la matrice de G. OK. La matrice de G. Trouvons la matrice de G dans la base. Dans la même base. Hein. Trouvons la matrice de G dans la base E1, E2, E3. On va trouver la matrice de G dans la base E1, E2, E3. Pour ce faire, il faut que je calcule G de E1, G de E2, G de E3 et que je dispose ça en colonne. Donc, je vais calculer G de E1 pour commencer. G de E1. Ça va R vectoriel quoi? E1. R. J'ai pris ça comme étant alpha, bêta, gamma. E1, c'est 1, 0, 0. Donc, faire le produit vectoriel tel que je voulais montrer en définition. Donc, la première composante du produit vectoriel. Donc là, vous supprimez les premières. Vous supprimez alpha 1. Donc, vous prenez bêta, gamma, 0, 0. Ça donne 0. La deuxième composante. Là, vous supprimez bêta et 0. Vous avez quoi? Alpha 1, gamma 0. Donc, mais n'oubliez pas quoi. Je vous ai dit de ne pas oublier le signe moins. Après calcul, vous aurez 0 moins gamma. Donc, moins gamma. Et le signe moins ici, ça donne gamma. Donc, maintenant, dernièrement, il faut supprimer gamma 0. Donc, vous prenez alpha, bêta, 1, 0. Le calcul donne 0 moins bêta. Donc, ça fait moins bêta. Donc, la première colonne G de 1, c'est ça. G de 1 est donc égal à 0 gamma moins bêta. Donc, je mets 0 gamma et puis moins bêta pour G de 1. Il faut que j'évalue aussi G de E2. Il faut que j'évalue G de E2. Donc, G de E2, c'est R vectoriel E2. Donc, R alpha, bêta, gamma. Vectoriel E2, 0, 1, 0. Voilà, donc ce qui donne, on fait quasiment le même calcul. Voilà. Nous aurons à écrire quoi précisément? Pour G de E2. Donc, pour la première composante, on supprime alpha et 0. Donc, on aura bêta, gamma, 1, 0. Cela donne moins gamma. Pour la deuxième composante, on supprime bêta et 1. Donc, on prend alpha, gamma, 0, 0. Sans oublier le signe moins, ce qui donne 0. Et dernièrement, on supprime gamma 0. Donc, on met alpha, bêta, 0, 1. Ce qui donne alpha. Donc, les composantes sont moins gamma, 0 et alpha. Donc, maintenant, évaluons G de E3. G de E3, quant à lui, est égal à. Donc, c'est R vectoriel E3. R est donné par alpha, bêta, gamma. Et quant à E3, c'est 0, 0, 1. Donc, le produit vectoriel, on le fait aussi. Donc, premièrement, on laisse la première ligne. Donc, on a bêta, gamma, 0, 1. Ce qui donne bêta. Deuxièmement, on laisse bêta 0. On laisse bêta 0. Donc, on a alpha, gamma, 0, 1. Sans oublier le signe moins. Donc, ça donne moins alpha. Et dernièrement, ça donne alpha, bêta, 0, 0. Ce qui donne 0. Donc, vous voyez que là-bas, ça me donne bêta moins alpha, 0. Bêta moins alpha, 0. Donc, la matrice de G. La matrice de G. Dans la base canonique B. Est donc, vous mettez en colonne G de E1, G de E2 et G de E3. Donc, G de E1, on a trouvé moins gamma 0 alpha, moins gamma
0 alpha. G de E2, on a eu à trouver, moins gamma. Bon. G de E1 moins gamma 0 alpha. G de E2, bah, il me semble que j'ai fait. G de 1, c'est 0 gamma moins bêta. Hein, excusez-moi, 0 gamma moins bêta. Donc ça, c'est plutôt notre deuxième colonne. Donc 0 gamma et moins bêta pour G de 1. Et enfin, G de 3, c'est moins bêta, moins alpha, 0. Donc, pour trouver la matrice d'une application dans une base, il vous suffit de calculer G de E1, G de E2 et G de quoi? Et G de E3. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai trouvé la matrice? N'oublions pas que mon objectif, c'est de vous montrer que il est possible de trouver. C'est de vous montrer qu'il existe un vecteur R tel que F soit de la forme R vectorielle quelque chose. C'est-à-dire tel que F de U soit de la forme R vectoriel U. Et c'est ce R vectoriel U là que j'ai noté quoi? G de U. En gros, je veux montrer qu'il est possible que l'application F soit égale à l'application G. C'est ça que je veux vous démontrer en fait. Il est possible que l'application F soit égale à l'application G. Maintenant, pour comparer deux applications, vous pouvez tout simplement comparer leur matrice. Pour comparer deux applications linéaires, vous pouvez juste comparer leur matrice. Donc, j'avais calculé, j'avais donné la matrice de F dans quoi? La matrice de F dans la base B. Et on a eu à trouver quelle forme finalement? Premièrement, nous avons eu à trouver ceci, voilà. Après simplification, on avait trouvé cette matrice. Voilà. Pour F. Donc, on en prend soin. Donc, je colle ça ici. Et maintenant, on va faire la comparaison. Donc, au lieu de comparer les applications linéaires, on va comparer leur matrice. Donc, on va dire alors que pour que F puisse être égal à G, il suffit que leur matrice soit égaux. Dans ce cas, il suffit de prendre A1 égale à combien? Voilà, il faut prendre A1 égale à combien? A2 égale à combien? Ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire, il faut prendre alpha égale à quoi? Bêta égale à quoi? Gamma égale à quoi? En gros, c'est ça. Il faut prendre alpha. C'est le vecteur R que je cherche. Hein. C'est de montrer qu'il existe un R. Donc, je cherche ici R. Je cherche à trouver le vecteur R. Je cherche R. Voilà. Donc, pour que les deux matrices soient égaux. Il y a une remarque aussi que je voulais vous faire au niveau de l'antisymétrie. Ici, voilà. Ceci était valable quel que soit I et J, n'est-ce pas? Éléments, bien sûr, de 1, 2 à 3. Mais dans ce cas, vous pouvez prendre J égale à I. Vous remarquez ça? C'est-à-dire, dans ce cas-ci, je pouvais prendre aussi J égale à I. Je vais dire donc que pour J égale à I, on va remarquer que quoi? Que moins AI serait égal à quoi? AI. Ce qui donne 2 AI égale à 0 si on ramène ça d'un côté. Donc, on voit que les AI sont égaux à 0. C'est-à-dire A11 c'est 0, A22 c'est 0, A33 c'est 0. Les coefficients diagonaux A11, A22 et A33 sont nuls en réalité. Ouais, non, ces coefficients-là sont nuls. C'est 0, 0 et 0. Donc, on pouvait aussi écrire ça de façon supplémentaire. Donc, ici, c'est bien 0 partout sur la diagonale principale de notre matrice M. Vous voyez que dans ce cas, on peut avoir une égalité. Vous voyez que les deux matrices se ressemblent. Regardez bien la matrice de G. Il y a des 0 sur la diagonale. Regardez bien la matrice de F. Il y a des 0 aussi sur la diagonale. Et vous voyez qu'ils se ressemblent très bien. Ce sont des matrices qui se ressemblent très bien. Donc, on va dire alors que, voilà. On remarque que, voilà, les deux matrices se ressemblent. Donc, comment il faut choisir alpha? Alors, comment il faut choisir, disons gamma. Vous voyez, gamma, c'est le coefficient qui est ici. Le coefficient qui est sur la deuxième ligne et sur quoi? Et sur la première colonne. Donc, vous voyez, il faut que gamma soit égal à quoi? Moins A12. Moins A12. Donc, on remarque que pour gamma égale à moins A12. Ensuite, on y va. Il faut, alpha, c'est le coefficient ici. Hein. Donc, la troisième ligne et la deuxième colonne. Et on va dans G, dans F aussi. La troisième et la deuxième colonne. Donc, alpha égale à moins 1, 2, 3. Alpha égale à moins 1, 2, 3. Donc, on identifie en quelque sorte. Moins 1, 2, 3. Et bêta égale à quoi? Il faut identifier les coefficients aussi. Donc, au niveau de bêta, donc bêta par exemple, il y a moins bêta par exemple ici. Hein. Moins bêta. Donc, moins bêta égale à combien?
égale à ce qui est ici A1, 3. Moins bêta égale à 1, 3, c'est-à-dire bêta égale à moins 1, 3. Voilà, pour, voilà, les deux matrices, c'est-à-dire la matrice de F dans la base B est égale à quoi? La matrice de G dans la base B. C'est-à-dire, ce qu'on vient de faire, c'est quoi? C'est-à-dire que, ce qu'on vient de faire, c'est que pour R égale à quel vecteur alors? On a dit que R, c'est alpha, bêta, gamma. Hein. Donc, pour R égale à quoi? Alpha, bêta, gamma. Donc, alpha, c'est moins A de 3. Moins A de 3. Alpha, bêta, c'est moins A1, 3. Bêta, c'est moins A1, 3. Gamma, c'est moins A1, 2. Donc, pour éviter les 6 moins là, vous pouvez dire que c'est la même chose que de mettre A de 3. On sait que A de 3, c'est moins A3, 2. AIJ, c'est moins AGI. Donc, ici, vous pouvez remplacer ça par A de 3. Ici, vous pouvez remplacer par A3, 1 plutôt. Et ici, par A2, 1. Donc, pour R égale à ça, on a bien l'égalité. On a bien l'égalité F égale à G. G qui est l'application R vectorielle. Donc, on peut dire qu'il existe un vecteur R et on sait comment le trouver. C'est ça son expression. Le vecteur R en question, c'est ça son expression. Voilà. Il existe bel et bien un vecteur. Voilà. Donc, voilà. On va dire qu'il existe quoi? Un vecteur R dans R3 tel que quoi? Tel que F égale à quoi? R vectoriel. Il est un vecteur comme ça. Et on connaît son expression. R, c'est ça. Et vous pouvez voir ça au niveau de la matrice. Hein. C'est-à-dire si la matrice est A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Pour avoir le vecteur R, il suffit de prendre quoi? Quelques coefficients. D'abord A23. A23 que voici. Ensuite A31. Ceci. Et ensuite A21. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, de là à là. Et de là à là. Donc, bref, c'est une façon de retenir la chose. Hein. Donc, quand vous prenez R égale à ce vecteur-là, vous avez F qui est égal à l'application R vectorielle. Donc, on vient de montrer qu'il existe bien un vecteur R tel que F puisse se mettre de la forme R vectorielle. Dans ce cas, maintenant, je pourrais chercher à trouver une formule beaucoup plus explicite de R. C'est-à-dire, cette formule-là, je pourrais en faire avoir une formule beaucoup plus, peut-être beaucoup plus jolie, qui sait, de R. Mais bon, je ne vais pas le faire ici. Cette formule-là, elle est déjà très pratique. Maintenant, la chose est que on a fait la démonstration dans un sens. Mais c'est si et seulement si, tel que je vous l'avais dit. Donc, il s'agit de faire en fait une équivalence. Supposons que F est antisymétrique et on a démontré qu'il existe R. OK? On a supposé que F est antisymétrique. On a pu démontrer qu'il existe un vecteur R tel que F de U égale R vectoriel U. On a même trouvé l'expression de R. Maintenant, il faut montrer l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'il faut supposer que voilà, il y a un vecteur R tel que F de U égale R vectoriel U. Il faut démontrer maintenant que F est antisymétrique. Voilà. Donc, il reste ce sens-là pour terminer notre démonstration. Donc, cette fois-ci, supposons que quoi? Dans la deuxième partie, supposons qu'il y a maintenant un vecteur R. Supposons qu'il existe un vecteur R dans R3 tel que F de U puisse se mettre de la forme R vectorielle U. Quel que soit U. Élément de R3. L'objectif serait donc de montrer que quoi? Que F est antisymétrique. Montrons que F est antisymétrique à partir de ça. Bon, c'est la partie la plus facile de la démonstration. Voilà, c'est la partie la plus facile. On va juste calculer F de U scalaire V pour voir si ça fait moins U scalaire de V. En fait, si vous calculez F de U scalaire V, ça donne quoi? R vectoriel U scalaire V. Voilà. Déjà, ça doit vous rappeler quoi? Vous devez remarquer que ceci est un produit comment? C'est tout simplement un produit mixte. C'est un produit mixte. Voilà. Donc, je peux la calculer en commençant par U. Je peux la calculer en commençant par U. Donc, je vais écrire que ça fait quoi? U scalaire V vectoriel W.
Je peux commencer par U, tel que vous l'avez dit. Donc, ça va être U scalaire V vectoriel W. Donc, je vais l'écrire en commençant par W. Donc, je mets W. Bon, est-ce que c'est W que j'ai écrit? C'est U, hein? R vectoriel U. Cela ressemble étrangement à W. Bon, ok. Donc, je peux l'écrire en commençant par U. Et écrire U scalaire. U scalaire V vectoriel R. Vous pouvez commencer par U. Donc, U scalaire V vectoriel R. Vous pouvez l'écrire comme ça. Maintenant, vous savez que le produit vectoriel est antisymétrique. Peut-être que j'ai omis de le dire dans les rappels. U vectoriel V, ça fait moins V vectoriel U. Contrairement au produit scalaire qui est symétrique. Dans ce sens, hein. Voilà. Donc ici, vous aurez alors quoi? Vous aurez U scalaire. Donc, V vectoriel R, je vais l'écrire comme moins R vectoriel quoi? Moins R vectoriel V. Je sors le signe moins là. Donc, vous aurez moins U scalaire, en fait, R vectoriel V. Alors que R vectoriel V, c'est quoi? Puisque F de U, c'est R vectoriel U. Quel que soit U. Hein. Donc, F de V, c'est R vectoriel V. Donc, quand vous avez R vectoriel V, c'est F de V, en fait. On va écrire moins U scalaire quoi? F de V. On vient donc de démontrer que F de U scalaire V, hein, F de U scalaire V, est égal à moins U scalaire de V. Vous voyez bien que F est antisymétrique. Donc, F est bien antisymétrique. Voilà. La première est donc faite. Elle est donc faite. On a montré que voilà, si F est de la forme R vectorielle, alors F est antisymétrique. On a aussi démontré la réciproque. Donc voilà, l'équivalence est établie. Donc ce qu'il faut retenir par là, en fin de compte, c'est que si F est antisymétrique, ok, toute application antisymétrique peut se mettre de la forme R vectorielle. C'est-à-dire que chaque vecteur X, en chaque vecteur X, F de X peut se mettre de la forme R vectorielle X. R est un vecteur bien déterminé. J'ai même donné son expression à partir de la matrice de F. Ouais, on a même donné l'expression de R. Expression de R à partir de la matrice. À la matrice de F. À partir de la matrice de F. Si vous avez la matrice de F dans la base canonique B qui est égale à cette forme, à partir de la matrice de F, vous pouvez trouver le vecteur R. Ouais, non, il suffit qu'on vous donne la matrice. Même si on ne vous donne pas la matrice, si vous connaissez l'application linéaire F, ou si vous connaissez l'application linéaire F, vous pouvez calculer la matrice de l'application linéaire F dans la base B. Et à partir de cette matrice-là, vous pouvez trouver le vecteur R en prenant les coefficients A de 3, A3, 1 et A de 1 dans cet ordre. Voilà. Donc, c'est aussi simple que cela. Nous disons que c'est tout pour cette première partie sur les rappels mathématiques. Voilà. Donc, vous devez maîtriser tout ce qu'on a donné. Les plus importants, savoir que un espace affine, c'est tout simplement un espace de points. Un espace vectoriel, c'est un ensemble de vecteurs. Un champ, c'est une application définie d'une région d'un espace affine qui a un point associé à un vecteur. Un produit scalaire, bon, c'est une application bilinéaire symétrique définie positive. Un produit vectoriel, vous connaissez sa définition, c'est un vecteur dont vous devez connaître la direction, le sens et la norme. Vous devez connaître aussi la notion d'endomorphisme antisymétrique que nous venons de voir. Donc, c'est disons tout pour cette vidéo. On se dit donc à la prochaine. Mes amis, la vie est très simple. Tout se résume aux actions. L'immense capacité des gens à parler de ce qu'ils vont faire par rapport à ce qu'ils font est stupéfiante. Je vois des gens partout me parler de ce qu'ils vont faire et ils y consacrent littéralement 4 heures par semaine. Ils sont là à regarder des saisons entières de conneries sur Netflix plutôt que de se mettre réellement au travail sur leur propre projet. C'est parce qu'ils s'échappent. Netflix, la télé, le nouvel album de je ne sais qui, c'est une échappatoire. Vous consommez pour vous échapper. Vous voulez être vraiment heureux? C'est ça que vous voulez? Quittez cette conférence et prenez conscience que tout ce dont vous vous plaignez et tout ce dont vous êtes triste est, parce que c'est vrai, à 100% de votre faute. 100%. C'est ça mon truc. Si une personne sur Terre, avec des circonstances similaires aux vôtres, s'en est sortie, il y a un exemple. Et il y en a pour tout.